Yorana Tato, bienvenue au webinaire Sofidep. Aujourd'hui, nous allons parler du business plan et comment réussir son business plan. Nous avons comme invité Françoise Casta, coach en entreprise, qui vous parlera en dernière partie sur, sur les méthodes de présentation et toutes les clés de présentation, comment réussir à présenter son business plan. Nous avons aussi Guillaume Lancin, expert comptable, inscrit à l'Ordre des experts comptables, et moi-même, Vidric Gandouin, responsable de l'accompagnement à la Sofidep. Alors, l'objectif du jour, c'est de savoir un peu comment organiser la fabrication et réussir un business plan quand on a un projet de création d'entreprise et savoir déjà quels sont ses objectifs. D'abord, qu'est-ce que c'est vraiment un business plan, quel objectif il a, qui se reste. On va vous proposer une structure de business plan. On va faire un focus avec Guillaume sur les données et les prévisions financières. On va rapidement évaluer uniquement la forme juridique de l'entreprise et puis parler avec François de la valorisation et des clés de présentation. Et ensuite, il y a les questions-réponses. Alors, techniquement, pour les questions-réponses, vous avez un chat ouvert à l'ensemble des participants et merci à toute la Polynésie puisque l'ensemble des archipels sont représentés aujourd'hui et nous allons pouvoir répondre à vos questions en fin de parcours. Mais vous pouvez d'ores et déjà les déposer sur le chat afin qu'elles soient organisées, structurées, afin qu'on puisse les déposer dans les 10 dernières minutes du webinaire du jour. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'un business plan ? Un business plan, c'est un document écrit qui présente de manière structurée un projet entrepreneurial de création ou de développement d'entreprise, détaillant sa stratégie, son modèle économique et ses prévisions financières. Dans le cas des rachats d'entreprises, il faut aussi faire un business plan. Il n'y a pas que la création et le développement, il y a aussi l'acquisition d'entreprises. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est un document stratégique, c'est-à-dire qu'il a son importance, c'est opérationnel. On verra pourquoi à la fin, il est incontournable pour démontrer la faisabilité et le potentiel de votre projet. C'est aussi un moyen de valider la cohérence et la viabilité de votre projet, de votre modèle, et de construire un modèle économique solide et identifier comment il sera le plus performant possible. Voilà. Et c'est aussi un support de communication professionnelle pour convaincre vos associés, vos financiers, vos partenaires, et d'abord vous-même. On oublie souvent que le business plan, c'est quelque part la première concrétisation de votre projet d'entreprise. Réussir à faire son business plan, c'est déjà voir beaucoup plus clair dans son projet, organiser son projet, se convaincre soi-même. Et une fois qu'on est convaincu, on peut aller démarcher les professionnels. Tu veux rajouter quelque chose ? Non, parce que tu disais, ce que disait Vidric, c'était pertinent. Souvent, dans l'esprit des jeunes chefs d'entreprise, on pense que le prévisionnel, c'est un document qui est uniquement dédié aux financeurs externes, donc généralement les banques ou la Sofidep, mais c'est avant tout un document qui est important pour vous et qui sera un peu le fil rouge de votre début d'activité. Voilà, en effet, parce que ce sera le fil rouge, ce sera l'outil de pilotage interne pour planifier, organiser, anticiper vos premiers mois d'exploitation et vos premières années. Et on y revient, c'est un document. Alors, comment le business plan se fabrique il n'y a pas de structure, il n'y a pas de règle officielle. Je crois qu'on est tous d'accord qu'il n'y a pas de règle, mais il y a un bon sens et il y a un bon canevas. Alors, on va vous proposer le canevas le plus simple qui puisse exister en 4 parties, avec une introduction, une partie économique, une partie financière et une partie juridique. On a volontairement axé sur la partie simplement juridique et toute la forme juridique. L'introduction, qu'est-ce que c'est ? C'est un résumé opérationnel, l'executive summary, et on va rentrer plus dans le détail. C'est un résumé introductif. La partie économique, elle va aborder vraiment toute la partie déjà qui sont les partenaires, l'équipe et les partenaires éventuels, le marché sur lequel on va s'insérer, on souhaite s'insérer, le modèle et la stratégie, le modèle économique qu'on va appliquer et la stratégie qu'on va mettre en œuvre pour pouvoir
faire tourner ce modèle économique et du coup déterminer les moyens dont il faudra. Donc cette partie économique, c'est une partie d'étude, une partie littérale, une partie souvent écrite qui peut prendre une grosse partie. Et puis on a une partie financière qui sera le plan de financement avec ces 3 tableaux essentiels. Donc le plan de financement, le compte de résultat prévisionnel et le plan de trésorerie. Et ça, c'est Guillaume qui rentrera en détail sur cette partie. Donc, pour ma part, je vais vous présenter plus particulièrement la partie 1 et la partie 2, donc à savoir qu'est-ce que l'executive summary. C'est une présentation synthétique de votre projet qui ouvre, qui introduit votre business plan et qui doit permettre au lecteur de comprendre immédiatement de quoi il s'agit. Pourquoi? Parce qu'il présente l'essentiel du projet de manière attractive, vendeuse, afin de capter son attention et de susciter l'intérêt des partenaires et des gens que vous avez en face de votre auditoire, de votre audience. Le déroulé, on part toujours d'un problème, d'une anecdote. C'est assez intéressant de répondre, de rentrer sur des cas pratiques pour introduire son executive summary, son introduction, en parlant d'un fait concret, une problématique auquel on apporte une solution, notre solution. Mais en 2-3 phrases. Donc, c'est une phrase d'accroche pour le problème, votre solution en 2-3 phrases. Le marché, donc c'est la taille et les opportunités à qui on va s'adresser, comment on va essayer de le dimensionner, ce marché cible. Le modèle, c'est-à-dire ce qui va nous permettre de générer des entrées, le modèle économique, l'équipe qui va faire tourner avec ses compétences ce modèle et ce projet, et la demande financière pour réussir ça, j'ai besoin de temps, donc tout ce qu'on va solliciter comme ressources de financement, et parler des points clés de rentabilité, parce que votre audience a envie de savoir si, avec quelques chiffres phares, est-ce que ça... Donc voilà, c'est un résumé introductif, on va dire, c'est une espèce de teasing qui va donner envie aux partenaires qui va susciter l'intérêt des partenaires éventuels et qui va leur donner envie de poursuivre dans votre business plan. Alors, particulièrement, l'executive summary, n'essayez pas de le rédiger au début. Vous le ferez à la fin quand vous aurez fini votre business plan et vous utiliserez des résumés de tout ce que vous avez pu faire. Voilà, il s'établit à la fin, mais il se place au début. Voilà, c'est un peu particulier, mais voilà, cette introduction, elle sera plus facile à générer quand vous aurez fait l'intégralité de votre business plan. Voilà. Donc, on a vu la première partie de l'exécutif, la structure du business plan, cette introduction, et on va détailler maintenant la partie économique en parlant de l'équipe et des partenaires. La présentation, ça intègre la présentation de l'équipe de qui portera le projet. Vous pouvez être seul ou avoir des associés. Il faudra mettre en valeur chaque membre de l'équipe, leur parcours, leur poste essentiel qui couvriront au sein de l'entreprise. L'équipe doit être évidemment complémentaire, la plus complémentaire possible. Savoir les parcours, les formations, est-ce qu'ils maîtrisent un outil particulier qui intervient dans votre production, est-ce qu'on a des compétences en marketing, en gestion, en management, est-ce qu'elle sait, voilà, ce sont et s'il n'y en a pas, un tel a décidé de se former ou de renforcer tel ou tel savoir qu'il a déjà abordé, qu'il a déjà amorcé. Donc, mettez aussi en avant les partenaires et les fournisseurs clés indispensables. Quand on fait des excursions nautiques, son partenaire, c'est le fournisseur de bateau, son moteur, et puis il y a aussi l'environnement, mais il y a vraiment avec qui je peux tourner. Il y a ma centrale de réservation, il y a ma base d'accueil que je loue, des choses comme ça. Donc, mettez en avant les partenaires et fournisseurs clés indispensables pour le bon fonctionnement de votre activité. Ce sont des gens qui doivent être fiables, solides, reconnus pour sécuriser vos opérations quotidiennes, pas avoir de surprise, optimiser vos coûts et garantir la qualité de votre produit, de votre prestation. Ensuite, l'équipe et les partenaires, en présentant ça en détail, ils doivent être rassurés par la qualité et l'équipe de votre équipe pour mener à bien votre projet. C'est quelque chose, l'équipe et les partenaires, peut-être Guillaume, tu as quelque chose à rajouter sur l'équipe quand vous rédigez un business plan, vous allez chercher des données où vous conseillez à vos clients d'apporter des informations, des CV de l'ensemble vous voulez voir l'ensemble des associés ou des choses comme ça. Oui, alors lorsqu'on est sollicité, on a bien effectivement échangé avec l'ensemble des porteurs de projets, des associés, des futurs associés lorsque c'est une société, pour pouvoir justement voir quelle
personne pourrait nous apporter plus d'éléments de réponse sur certains points particuliers, parce que nous, sur la partie financière, on va s'attacher aux dépenses notamment. Le plus souvent, dans les projets, il peut y avoir une personne qui est plus sensible à la partie financière. Et là, par rapport à ce que disait Vidric, la complémentarité sera importante. Merci Guillaume. Donc, la première partie, c'est la présentation de l'équipe et des partenaires sur la partie économique. Ensuite, on va attaquer le marché. Il est nécessaire de réaliser une étude de marché pour expliquer sur quel marché vous vous situerez et pour démontrer la pertinence de votre projet. Alors, souvent, ça fait peur, l'étude de marché, mais c'est de la cohérence, c'est du bon sens pour fabriquer une étude de marché. Elle vous permet de connaître la taille du marché en volume et en valeur, de connaître les caractéristiques propres, d'identifier les besoins de la clientèle, les attentes ainsi que les barrières qu'il pourrait y avoir, réglementaires, technologiques, environnementales. On s'informe sur la concurrence que font les autres. C'est l'observation des autres, l'observation terrain, elle est essentielle. Proposer un produit elle vous permettra de proposer le produit ou le service le plus adapté aux besoins, aux attentes de ses clients que de ce marché visé. Elle va permettre de vérifier la fiabilité de votre offre et de valider le potentiel commercial de votre projet. Et donc, à la fin, de valider des choix d'objectifs et de fixer des hypothèses de chiffre d'affaires. Et donc, on voit bien que ces données d'études de marché vont servir pour des évaluations chiffrées un peu plus tard. Donc, Guillaume nous parlera certainement. Donc, je disais que le marché, cette étude de marché, aujourd'hui, on a des outils qui sont vraiment très accessibles. C'est plus comme il y a 20 ans. Vous pouvez faire des questionnaires en ligne avec Google Forms. Vous pouvez mettre en place des questionnaires très rapidement avec des tris très rapides, d'observer, de faire des comptages, les bonnes vieilles méthodes, d'observer la concurrence. On a vraiment aujourd'hui des possibilités de produire des analyses avec des choses même gratuites qu'on peut trouver à l'ISPF, des données économiques, sans forcément engendrer des coûts énormes. Souvent, on a l'impression qu'une étude de marché, c'est des gros coûts. Non, c'est surtout du bon sens. Voilà. Que l'étude de marché vous permet de faire des choix d'objectifs et de fixer des hypothèses de chiffre d'affaires les plus réalistes qu'elles soient, les plus proches du marché. Et Guillaume, tu veux rajouter quelque chose sur les hypothèses de calcul de chiffre d'affaires, je crois. Oui, Ludwig, par rapport à ce que tu disais sur le chiffre d'affaires, juste un petit point d'attention sur ce sujet-là. C'est la donnée peut-être la plus importante du prévisionnel, enfin du business plan. Et elle est souvent trop peu prise au sérieux, on va dire, par les porteurs de projets. Un chiffre d'affaires crédible et donc un projet crédible doit être justifié, détaillé et argumenté. Donc, vraiment élaborer le chiffre d'affaires avec attention. Merci. Donc, merci Guillaume pour ces présentations. Maintenant, on va passer au modèle économique et à la stratégie. Le modèle économique ou le business model, vous entendez parler de business model, ce n'est pas le business plan, c'est à l'intérieur du business plan. Il est au cœur de la création d'entreprise. De lui vont dépendre aussi bien les besoins d'investissement que les stratégies commerciales et plus globalement la façon dont l'entreprise va créer de la valeur et gagner de l'argent. Pour vous aider à trouver votre modèle économique, répondez à 4 questions essentielles. À qui s'adresse l'offre? C'est-à-dire mes clients, mes segments de clients. J'ai choisi cette typologie de clients. Quelle valeur on leur apporte? Quelle proposition de valeur on met en place avec notre modèle? Et comment on la délivre? Avec quelles ressources? À partir de avec quel partenaire? Et par quels canaux? Et quelles sont les activités clés? Et comment on gagne de l'argent, c'est-à-dire la source de revenus, la structure de coûts. Voilà. Ça, c'est votre modèle économique, essentiellement. C'est la partie, c'est le cœur, ce qu'on dit, c'est le cœur de la création de votre projet d'entreprise. Le bon modèle de revenu est essentiel, lui, pour assurer la pérennité de votre entreprise. Il impacte tous les aspects, la stratégie tarifaire, les relations clients, le marketing, le développement du produit. Un modèle de revenu clair permet également d'attirer les investisseurs. C'est assez simple, assez compréhensible, assez logique, et ça permet aussi d'harmoniser les équipes et de prioriser les efforts de chacun. On va vous citer quelques modèles
modèles de revenus comme l'abonnement, hein, c'est un revenu récurrent pour un usage récurrent comme l'abonnement à une application à des salles de sport. La location, le client paye à l'usage, hein, le freemium, un peu comme ces plateformes de musique où la base est gratuite et puis les options sont payantes. Voilà, tout ce qui va être le commissionnement, l'entreprise gagne sur chaque transaction, tout ce qui va être marketplace, plateforme de réservation, notamment dans l'hébergement, dont une très connue, plusieurs. La franchise, hein, là, c'est plutôt la duplication d'un concept de marque reconnue internationalement, le plus souvent, avec des process éprouvés, avec des fonctionnements, une partie de communication qui sont là, on peut s'appuyer sur des choses déjà établies. Donc, il y a une certaine facilité, mais ça entraîne évidemment des coûts, hein, de franchise, mais ça se calcule. Et tout ce qui va être produit et service aussi en modèle économique, c'est j'installe une machine et puis j'assure la maintenance avec le renouvellement, les recharges ou les choses comme ça. Voilà différents modèles économiques à évaluer. Alors, pour présenter votre stratégie, on va vous proposer deux modèles qu'on voit souvent apparaître une fois qu'on a travaillé sur le modèle économique et puis le bon modèle de revenu. Souvent, on voit apparaître dans les business plans et on le conseille un SWOT. Il y a plusieurs solutions, il y a plusieurs tableaux. Donc, c'est un outil relativement simple pour poser rapidement un diagnostic sur un projet. On regarde 4 choses, hein, les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. On a une partie interne qui est tout ce qui va être force et faiblesse, et une partie, ça c'est l'entreprise, et puis on a une partie externe, c'est toutes les opportunités et les menaces. Et comment l'intérêt, c'est d'avoir en un coup d'œil à la fois les atouts à mobiliser et les points faibles à travailler, ainsi que toutes les opportunités. La méthode, c'est de choisir quelques items et puis de croiser les blocs. Comment, par exemple, les forces permettent de capter les opportunités, hein, verticalement, comment ces forces-là vont permettre de capter ces opportunités, et comment, dans l'autre sens, comment réduire les faiblesses pour faire face aux menaces. Voilà. Donc, ça, ce sont des questions qui vous aident à remplir vos forces, vos faiblesses, vos menaces et vos opportunités. Et ce SWOT, c'est vraiment une vue d'ensemble rapide. C'est un outil très simple en un coup d'œil pour voir l'ensemble des opportunités. Ça vous permet de mettre à plat vraiment la stratégie. Mais il y a un second tableau qu'on utilise un peu moins souvent, qui mérite beaucoup. Il a été rédigé par plus de 500 professionnels qui se sont dit qu'il y avait bien un moyen de présenter un modèle économique en une page. Et oui, c'est le modèle Canvas. C'est la modélisation du business en 9 briques qui décrivent les principes selon lesquels l'entreprise va délivrer de la capture. Alors, vous avez une partie à droite, c'est toute la création de valeur avec les clients à qui on s'adresse, hein, la proposition de valeur, hein, qu'est-ce qu'on offre, ce qu'on apporte de distinctif, hein, à ses clients, par quels canaux on transmet cette valeur à ses clients et le type de relation qu'on entretient avec ses clients. Évidemment, les flux que cela peut générer. Donc là, on est dans la partie externe, hein, et à gauche plutôt, par rapport à cette ligne imaginaire au milieu, ce serait plutôt tout ce qui va être la mécanique interne de l'entreprise avec les ressources clés, les activités clés, les partenaires clés et la structure de coûts. Ce sont l'ensemble des charges pour pouvoir arriver à générer et à offrir cette valeur. Donc, ce tableau Canvas, vous pourrez passer 1 heure de webinaire à parler de ça. Je vous invite à vous renseigner sur le web, sur la méthode. C'est quand même un outil c'est une vue d'ensemble immédiate qui permet d'aligner les porteurs de projets, les partenaires, les financeurs autour d'un même schéma. C'est un schéma qui est reconnu internationalement, qui est très pratique. C'est idéal en phase de conception. C'est vraiment à placer au business plan
Et l'intérêt, c'est qu'il est assez itératif, c'est-à-dire qu'il peut être évolué. Moi, je vous conseille de le poser sur une feuille A3 avec des post-it, de mettre les clients et puis de poser vos idées quand vous fabriquez votre business plan et au fur et à mesure de le faire évoluer en se disant mais pourquoi j'ai dit ça hier alors qu'en fait mes clients ce sont plutôt eux. Mais non, ma valeur, je vais la proposer comme ça. Donc c'est très mécanique comme tableau, mais c'est une vue d'ensemble très organisée. C'est vraiment un visuel simple et puissant qui permet de décrire, comprendre et structurer un modèle économique en une page. Donc, voilà un des tableaux que nous vous conseillons avec le SWOT, qui est assez fréquent, un peu moins le Canvas, mais je vous invite à y travailler. Enfin, une fois qu'on a réussi ça, on a trouvé ces valeurs, il va falloir déterminer et expliquer concrètement comment l'entreprise va opérer en décomposant le processus de fonctionnement, comme elle va, en mettant en parallèle ses moyens et ses ressources, mais surtout de déterminer quels moyens elle a besoin pour mettre en place sa stratégie, déployer son offre et atteindre ses objectifs. Donc, les ressources, ça va être déjà, est-ce que j'ai besoin d'un local? Est-ce que j'ai besoin d'un bâtiment? Est-ce que j'ai besoin de logiciels, de licences? Quel type de machine il me faut pour faire tel ou tel process technique? Au niveau des hommes, j'ai besoin de quoi comme effectif? Quel profil? Quelle volumétrie, progression dans le temps aussi, par rapport à la production et le développement de l'activité? Et puis, tous les moyens commerciaux, marketing, la chaîne d'approvisionnement et de communication. Donc, une fois qu'on a défini ces moyens, eh bien, on a défini sa stratégie, son modèle économique, ses sources de revenus. On a les besoins en disant, voilà ce qui est. On a fini, si vous voulez, notre partie économique. Et il va falloir passer à la partie financière. En fait, on va mettre en chiffres tout ce qu'on vient de voir dans la partie économique. Et là, je vais donner à Guillaume la parole pour nous expliquer l'ensemble des tableaux essentiels des prévisions financières. Merci Vidric. Alors justement, comme le disait Vidric, une fois la partie économique terminée, il va falloir chiffrer toutes ces données et établir des prévisions sur les premiers mois, les premières années d'activité. Donc la partie financière d'un business plan, elle se décompose en 3 principaux tableaux que sont le plan de financement, le plan de trésorerie prévisionnel et le compte de résultat prévisionnel et le plan de trésorerie. Chacun de ces 3 tableaux permettant de valider différents aspects essentiels du projet. Comment vais-je financer mon projet? Mon activité sera-t-elle rentable? Quel est mon point mort? Comment ma trésorerie va-t-elle évoluer sur les premiers mois de l'activité? Donc, sur le premier document, donc le plan de financement, si on peut passer. Donc, le plan de financement, il permet de répondre à la question suivante: de quoi ai-je besoin pour démarrer mon activité ou reprendre l'activité, si c'est dans le cadre d'une reprise, et comment vais-je le financer? Donc, ce tableau, il comporte 2 colonnes, les besoins à gauche donc, et les ressources à droite. Donc, sur les besoins, ce qui devront être financés par les ressources, donc les besoins qui vont être financés par les ressources, on retrouve les frais de création et d'études, le rachat du fonds de commerce si on serait dans le cadre d'un rachat et pas d'une création part de zéro. Ça peut être le rachat des parts sociales également, le droit au bail et aussi des éléments matériels, notamment le matériel nécessaires pour l'activité, mais aussi les travaux de construction, d'aménagement, et aussi le stock de départ si on est dans le cadre d'une activité de négoce. La notion qui est aussi un peu assez, on va dire, obscure pour les jeunes porteurs de projets, c'est ce qu'on appelle le BFR, donc le besoin en fonds de roulement. Le BFR, c'est assez simple, même si ça paraît une notion assez compliquée. C'est quoi? C'est l'argent que l'entreprise devra avancer avant d'encaisser l'argent de ses clients. Même si votre activité est rentable, vous devez le plus souvent payer vos fournisseurs avant que vos clients vous payent. Et c'est ce décalage de trésorerie que l'entreprise devra financer et donc que le porteur de projet devra intégrer dans son business plan. En dernier, on peut rajouter les imprévus, parce qu'il y a toujours des imprévus.
Et donc là, il n'y a pas de norme, on va dire, on est entre 5 et 15%. Cette notion d'imprévu, elle va aussi beaucoup dépendre de la nature de l'activité. Au niveau des ressources, donc comment vous allez financer vos besoins que vous avez listés préalablement. Donc là, il y a différentes sources de revenus. Donc tout d'abord, votre apport personnel. Il y a un usage, donc l'usage il serait de à peu près 10% d'apport personnel. Cet apport, il est important car il permet aux porteurs de projet de démontrer son engagement personnel auprès des investisseurs et aussi de, quelque part, vous responsabiliser par rapport à votre projet. Si vous ne prenez pas le risque dans le cadre de votre projet, pourquoi un tiers le prendrait pour vous? Au niveau des ressources, on a aussi donc les prêts bancaires, comme aussi la SOFIDEP qui intervient dans le cadre de financement, les subventions publiques donc, et l'aide à la défiscalisation, les investisseurs de type business angel, donc juste des personnes qui vont vous apporter le capital mais qui ne vont pas rentrer dans la gestion de l'entreprise. On retrouve aussi les prêts d'honneur, donc là c'est auprès de la SOFIDEP et de l'ADI notamment. Et aussi le love money qu'on retrouve quand même assez souvent en Polynésie, à utiliser avec précaution. Donc ça, c'est lorsque des proches, des amis ou de la famille vous prêtent de l'argent pour éviter certaines litiges, on va dire, par la suite. On ne peut que vous conseiller d'être prudent sur cette partie-là, de signer une reconnaissance de dette, éventuellement de la faire enregistrer à la DAF et plus largement de vous faire accompagner par un professionnel du droit, avocat ou notaire. Pour les prêts d'honneur, tu parlais plutôt d'initiative. Oui. Voilà, initiative. Initiative. Ok, des prêts à taux zéro. Okay. Donc, la règle d'or pour le plan de financement, c'est que les ressources doivent couvrir intégralement, évidemment, les besoins. Si le projet n'est pas financé, il n'est pas viable. Au niveau du compte, on passe maintenant au compte de résultats prévisionnels. Donc, généralement, il est établi sur 3 ans. On peut l'établir aussi sur une durée un peu plus longue, mais l'usage, on est plutôt sur du 3 ans. La question auquel va répondre le compte de résultats prévisionnel, c'est est-ce que mon activité est rentable et est-ce qu'elle permet de dégager du cash? La notion de capacité d'autofinancement qu'on voit tout en bas du tableau. Donc là, on parle plus de rentabilité. Et le premier point, la première ligne, c'est le chiffre d'affaires. On en parlait tout à l'heure. Le chiffre d'affaires, il doit être justifié, argumenté, parce qu'il va permettre de donner une crédibilité au projet. Combien de clients vais-je avoir? À quel prix? Donc là, on peut aborder la notion de panier moyen et à quelle fréquence. Ensuite, la notion de rentabilité. Donc, c'est à quel moment avec quel niveau d'activité je vais pouvoir permettre de financer l'ensemble de mes charges. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi le point mort. On pourra y revenir un peu plus tard si certaines personnes ont des questions sur ce sujet-là. Et l'intérêt, c'est que l'intégralité de ces données soit cohérente. Le compte de résultat doit être ni pessimiste, ni trop optimiste. Il doit être réaliste et cohérent. Donc, c'est là que va intervenir votre comptable ou expert comptable. Il va vous permettre d'y voir un peu plus clair parfois sur des données, notamment la masse salariale, où il peut y avoir un peu plus de flou que sur d'autres types de charges, par exemple. On a une question là, tout de suite, c'est comme si elle est dans le sujet d'Antoine Moreau qui dit, quand tu parles d'expliquer et de justifier son chiffre d'affaires prévisionnel, est-ce que ça revient à montrer comment on l'a construit, sur quelle hypothèse, nombre de clients multiplié par panier moyen, fois capacité, fois taux de remplissage? C'est exactement ça, et aussi de l'expliquer dans le temps. Il peut y avoir un effet de saisonnalité dans le chiffre d'affaires. Donc, c'est pouvoir justifier mois par mois, période par période, quel va être le nombre de clients sur ce mois-là, sur cette période-là, avec le panier moyen. J'ai aussi, pour ne pas frustrer Eyari Noui tout de suite, une question, mais c'était par rapport au plan de financement. Elle avait une question très simple. Est-ce que ce plan de financement se fait hors taxe ou TTC? Alors, le plan de financement, il se fait on est sur un raisonnement de trésorerie. Donc, on raisonne en TTC. OK, parfait. Le compte de résultat, lui, se fait hors taxe.
C'est ça. Exactement. La question n'existe pas. D'accord. OK. Bonne question. Merci aux internautes d'être aussi précis et on voit que vous êtes passionnés. Et enfin, le troisième tableau peut-être, c'est ça? Oui, on peut passer au troisième Si tu as fini sur le compte de résultats? Oui. OK. Donc, le dernier tableau, c'est le plan de trésorerie. Donc, c'est un tableau qui est assez souvent oublié, on va dire, dans les business plans. Il permet de répondre à la question, est-ce que je vais avoir une trésorerie suffisante pour honorer l'ensemble de mes engagements? Donc, payer mes factures, mon loyer, mes salariés, mais aussi la TVA et les impôts. Donc, une entreprise peut se retrouver avec des problèmes de trésorerie, même si elle est rentable. Ça peut paraître assez bizarre, mais on le rencontre assez régulièrement. Et le fonds de roulement, donc c'est l'argent disponible à long terme de l'entreprise, doit permettre de financer ce qu'on appelait tout à l'heure le BFR, qui lui, en plus de ça, s'accroît avec le développement. Ça peut paraître un peu paradoxal, mais plus votre activité se développe, et plus vous avez un besoin en fonds de roulement. Voilà, pour financer justement le décalage de trésorerie dont on parlait tout à l'heure. Donc, le plan de trésorerie s'établit généralement sur une période minimale de 12 mois et il permet aussi d'éviter certains écueils sur le plan de la trésorerie en anticipant, on en parlait aussi tout à l'heure, les périodes creuses, l'effet de saisonnalité, mais aussi les pics de charge, avec notamment le paiement de la TVA, par exemple, qui se fait généralement trimestriellement, les impôts et les prélèvements sociaux, donc la CPS. L'objectif, c'est de ne pas se retrouver en trésorerie négative à aucun moment, car il sera difficile d'aller chercher des financements complémentaires une fois que le projet est lancé. D'accord. Donc, quelque part, ça fait vraiment peur en général, ce tableau de trésorerie, mais en fait, c'est une soustraction entre tous les encaissements. Ce n'est pas complexe, mais c'est précis, long, et c'est un outil de prévision et de suivi. Vous le conseillez, vous, à vos exploitants, vos chefs d'entreprise, ces tableaux qui suivent en général le plus quotidiennement? Oui, systématiquement, parce que justement, comme je le disais, on peut avoir une activité rentable, mais avoir parfois des décalages de trésorerie qui viennent mettre à mal le bon développement du projet. Donc, comme quoi, ce tableau qui est fait pendant le prévisionnel, enfin, dans la phase business plan, il vous servira demain dans votre entreprise pour gérer votre activité. Donc, il ne faut pas que ce soit une corvée, le réaliser, mais du bon sens et d'anticiper. Et puis, le jour où vous avez un décalage de trésorerie, ça vous permet d'aller voir votre prêteur habituel et puis de justifier qu'il va y avoir un décalage dont vous n'êtes pas forcément à l'origine. Ça permet aussi d'aller voir pour demander soit un découvert ou des choses comme ça. Je parle dans la gestion plus régulière plus tard, pas au démarrage en général. Est-ce qu'on arrive avec des données déjà négatives tout de suite dans un business plan, dans ces parties chiffrées, pour clore un peu la partie chiffrée avec ces trois tableaux? C'est-à-dire avec un résultat tout de suite négatif, est-ce que ça peut arriver d'avoir au compte de résultat déjà un résultat négatif la première année? Alors, c'est pas l'objectif, on va dire. On va justement essayer d'amener ces trois éléments à être positifs, non pas artificiellement, mais encore une fois, c'est l'histoire d'être réaliste. D'accord. Il ne faut pas être pessimiste. Et si le plan de trésorerie affiche dès les 12 premiers mois, on va dire, des situations de trésorerie négatives, c'est plutôt pas bon signe pour le projet. Ou alors, il faut voir le plan de financement, le premier tableau, pour éviter de se retrouver justement dans des situations de trésorerie compliquées. Merci Guillaume. Juste, Vidric, si je peux finir, les principales erreurs qu'on voit dans les cadres des business plans, donc c'est justement un chiffre d'affaires soit surestimé ou du moins mal justifié, des charges sous-estimées, malheureusement, et l'aspect trésorerie négligé, on va dire. Donc, ce que va regarder l'expert comptable et le financeur, c'est la cohérence des chiffres avec le modèle économique, les hypothèses qui sont avancées, et est-ce que le porteur de projet a une vision claire du projet qui lui permet d'expliquer et de justifier l'ensemble des chiffres qui sont mis en avant dans ces trois tableaux. Merci Guillaume.
Merci Guillaume donc pour cette précision. On vient de voir donc la partie économique au départ, en plus maintenant la mise en chiffre avec la partie financière et on va poursuivre avec la forme juridique. Alors je vais aller très rapidement. La forme juridique, ce choix, il repose sur plusieurs critères et vous remarquez qu'on le met que maintenant. Pourquoi? On a souvent des gens qui ouvrent leur entre guillemets patente ou leur société et qui se posent des questions après. Souvent le business plan, il vous permet de vous rendre compte que finalement c'était la solution d'être associé qui était la meilleure, peut-être avec des proches ou pas des proches. Et puis, en gros, il y a deux formes. Hein. Soit je suis en entreprise individuelle, soit je suis en société. L'intérêt de l'entreprise individuelle, c'est assez rapide, c'est peu coûteux, c'est assez rapide, il n'y a pas de capital. En termes de problématiques, ce serait que les patrimoines personnels et professionnels soient confondus. Hein. Même si l'habitation principale du chef d'entreprise est insaisissable depuis 2016, mais elle était longtemps saisissable. Donc, c'était un risque quand même pour ses biens personnels, la responsabilité civile et pénale, l'affiliation au RNS comme tous les chefs d'entreprise majoritaires, et qui prend les décisions, le seul associé. La société, c'est, vous pouvez vous mettre en société en responsabilité individuelle, en SARLU, EURL, maintenant on appelle ça surtout SARLU, ou à partir de 2, c'est SARL, SAS. Il n'y a pas de capital minimum, sauf pour les sociétés anonymes à 5 millions, la SAS étant à 200. La SAS se développe, c'est un statut qui se développe fréquemment. Vous le conseillez, vous, au sein de votre cabinet Alors, la SAS, elle est une option très intéressante parce qu'elle permet une certaine modularité. Mais justement, cette modularité peut être aussi aller à contresens, on va dire, et n'être pas bénéfique pour les associés. Donc, ça va dépendre du projet, du profil des porteurs de projet et aussi des financements qu'ils vont aller chercher. Lorsqu'on est, par exemple, sur de la recherche de financement en capital investissement, que ce soit auprès de la Sofidep ou d'OCI, la banque Socredo, on va être obligé de passer par cette forme juridique qui est la SAS. Donc, on voit que le choix de la forme juridique, c'est pas le départ de votre business plan, c'est bien à l'issue, c'est une réflexion qui est menée et qui peut être, à mon avis, fortement conseillée auprès de professionnels, les notaires, les avocats ou les experts comptables. Et c'est pas son choix tout seul dans son coin. Il y a beaucoup de données qui permettent d'y arriver. D'ailleurs, le fait de s'associer, ça va peut-être nous amener sur quelque chose. La suite, ça nous fait une transition parfaite pour parler de la valorisation des clés de présentation, parce que je pense que tu m'as fait un signe avant de commencer la valorisation des clés de présentation en parlant d'associés. Oui, notre coach d'entreprise. En fait, il y a une notion lorsqu'on détermine de passer en société et de prendre des associés, c'est la notion d'affectio societatis. En fait, c'est une envie sincère, véritable de faire chemin ensemble. Là, en coaching, nous, on va parler d'alignement. Et en fait, cette affectio societatis, souvent, c'est pris à la légère et on ne prend pas le temps de se poser et de se poser trois questions essentielles. Est-ce qu'on regarde tous les trois, enfin, si on est trois associés dans la même direction, est-ce qu'on partage les mêmes valeurs? Et surtout, est-ce qu'on est prêt à traverser les moments difficiles et les défis ensemble? Parce que des moments difficiles, il ne faut pas se leurrer, il va y en avoir. Difficiles, compliqués et complexes. Donc, il faut prendre ce temps de la réflexion et de dire avec qui je vais m'associer et est-ce que je peux travailler dans le temps avec cette personne-là. Et c'est vraiment un point de vigilance extrême à avoir. D'accord. Alors, je te remercie. Donc, on a vu comment construire son business plan, comment l'organiser avec cette partie économique. Donc, on a vu comment organiser son business plan et maintenant comment le présenter parce que voilà, c'est notre petite touche à nous aujourd'hui. C'est bien d'avoir son business plan, c'est bien. Bon, il faudrait le mettre en place, puis après, il faudra exploiter son entreprise, mais entre-temps, il faudra réussir à convaincre ses partenaires et ses financeurs et financiers. Et donc, investisseurs. Comment, peut-être François, tu peux nous éclairer sur la méthode pour aller convaincre ses partenaires? Oui, absolument. Donc là, on est dans une étape difficile. Hein. On a fait le plus gros du travail, c'est-à-dire le business model, le business plan. Là, vous pouvez estimer que vous avez réalisé 80% du chemin. Les 20% restants, ça va être votre capacité à le présenter à l'oral pour embarquer, comme on dit, les différents
interlocuteurs que vous avez définis dans votre écosystème pour amener un développement pérenne de votre entreprise. Donc, il y a 3 clés essentielles. C'est comprendre quelles sont les attentes et les besoins de vos interlocuteurs. Ensuite, c'est de connaître les éléments qui créent la relation de confiance, parce que sans confiance, rien ne se fait. Et ensuite, le jour du rendez-vous, il faut être prêt. Il faut savoir gérer certaines composantes pour pouvoir avancer. Donc, la première clé, c'est de comprendre l'interlocuteur. Très souvent, comme ça a été dit, il s'agit d'un financier. Donc, comprendre son métier, c'est de mesurer le risque, c'est de l'analyser et de mesurer. La vraie question, en fait, que le financier se pose, elle est très simple. C'est est-ce que je peux lui faire confiance sur le court terme, le moyen terme et le long terme? Donc, tout le long, il va écouter ce que vous dites et il va le comparer avec ce qu'il a lu dans le business plan. Parce que avant l'entretien, vous avez bien souvent, vous avez adressé son business plan. Donc, il va regarder s'il y a des dissonances. Et s'il y a des dissonances, il y a des signaux d'alerte qui vont s'allumer dans sa psyché. Donc, vraiment, on reparle encore de cohérence. Hein, c'est un principe que je vous ai entendu Villewick et Guillaume parler tout le long. Hein, donc, ce principe de cohérence, il faut vraiment l'avoir en tête. Ensuite, il va regarder si vous maîtrisez vos chiffres. Parce que si vous savez parler de vos chiffres, ça veut dire que vous vous êtes impliqué dans l'élaboration de votre business plan et vous ne l'avez pas confié avec légèreté à un expert comptable. Il va aussi observer votre posture de chef d'entreprise, c'est-à-dire votre capacité à décider, votre réactivité et votre vision. Parce que comprendre qu'un business, ce n'est pas réduit à un business plan. C'est un business et une activité qu'il va falloir piloter dans la durée. Le besoin de votre interlocuteur, c'est un besoin de sécurité et de pouvoir se projeter dans le temps. Donc, pour lui, c'est très concret. S'il prêtait de l'argent à quelqu'un qui ne tient pas ses engagements, ça va être, comme pour vous, un client qui ne vous paye pas. Alors, pour réussir cette étape, de comprendre ce que votre interlocuteur attend vraiment de vous, et bien, le premier conseil, c'est de connaître mais vraiment parfaitement vos chiffres. Alors, pas les apprendre bêtement par cœur, mais en être imprégné. Appuyez-vous sur 1 ou 2 chiffres clés pour bâtir un argumentaire qui tienne la route. Quand vous maîtrisez en fait vos chiffres, vous envoyez un signal de crédibilité à votre interlocuteur. Voilà. Souvenez-vous dans ce premier rendez-vous où vous présentez votre business plan, vous êtes en train de tisser un lien de confiance entre vous et vos interlocuteurs. La clé numéro 2, alors? Alors, la clé numéro 2 de ce qui crée la confiance, la confiance, c'est un ensemble en fait d'événements. D'abord, il y a ce qu'on appelle votre attitude, on va dire plus largement votre langage non verbal. C'est la manière dont vous entrez dans la pièce, le regard que vous posez sur vos interlocuteurs, votre posture, votre énergie. Si vous arrivez les épaules voûtées, que vous ne regardez pas vos interlocuteurs, que vous regardez plutôt vos pieds parce que vous avez honte, tout ça, ça commence déjà à dire qui vous êtes, alors même que vous n'avez pas ouvert la bouche. Donc ensuite, ça va être la clarté de vos propos. Et donc, ça va soit confirmer la bonne image que votre interlocuteur avait au travers de la lecture de votre business plan, soit au contraire, ça va terriblement la fragiliser. Ensuite, c'est comment vous allez raconter votre vision et votre histoire. Voilà, donc ne récitez pas les tableaux, il les a lus. Certainement qu'il sait mieux les manipuler que vous. Donc, expliquez surtout d'où vient l'idée, quelle est la genèse et où vous voulez l'emmener, quelle est votre vision, comment vous allez générer le chiffre d'affaires. Voilà, l'idée là, c'est d'embarquer votre interlocuteur, de le faire rêver, de le faire vibrer, de le faire entrer dans votre imaginaire. Parlez-lui aussi, parce que c'est important d'avoir les pieds sur terre, des scénarios qui sont un peu moins favorables, des marges de manœuvre que vous avez décidées. Voilà. Votre interlocuteur, il va financer pas un tableau Excel, il va financer bien plus. Et ce qui va faire la différence, c'est votre authenticité. Donc, parlez avec vos mots,
Si vous n'êtes pas à l'aise à l'oral, ben, préparez vos discours, vos phrases, vos entrées en matière. Répétez, répétez, répétez jusqu'à ce que ce soit fluide. Travaillez sur les questions qu'on appelle pièges, qui sont des objections. Construisez vos objections. Et on peut parler d'un chiffre. Vous posez 10 questions à propos de ce chiffre, 10 questions qu'on pourrait vous poser, et puis préparer les réponses. Voilà, c'est un peu la méthode tiroir. Et il y a un moment d'échange où véritablement, dans l'échange, il va falloir montrer véritablement qui vous êtes. Et moi, je vous invite à être audacieux. Être audacieux, c'est oser poser une question, oser reformuler un point de vue, oser affirmer votre vision, pas pour convaincre, c'est juste pour montrer que vous êtes le pilote de ce projet. L'audace au bon moment, c'est un signal vraiment fort. C'est celui de, on sait quel entrepreneur vous êtes, on sait où vous allez, et on sait que vous êtes capable de décider. Voilà. Souvenez-vous, par contre, derrière l'investisseur, le financier, il n'y a pas forcément d'acteur. Voilà. Donc, si vous arrivez à créer ce lien d'authenticité, ben, vous allez gagner un qui sera à même d'aller défendre votre projet si d'aventure ce projet devait monter à un niveau supérieur au niveau de la hiérarchie. Donc, des points de vigilance. Les points de vigilance. Non. Les points de vigilance, c'est de, voilà, est-ce que ma posture, mes gestes, mes mots racontent la même histoire, hein, pour voilà, qu'il y ait une cohérence entre le langage verbal et vos propos. Je vous ai dit qu'un banquier, un financier ne finance pas un tableau Excel, il finance un futur, et donc votre vision. Et puis, je vous parlais d'audace, assumez pleinement votre potentiel, votre singularité de ce que vous proposez. Merci. Et petite question, donc la clé 3, le jour du rendez-vous, comment ça se passe? Alors, le jour du rendez-vous, ben, c'est comme un sportif qui s'est préparé au JO. C'est exactement la même chose, c'est-à-dire vous avez travaillé, vous avez préparé, vous avez répété. Et donc là, il faut juste arriver avec un état intérieur, donc des émotions apaisées, un mental fort et couplé à une énergie magnétique. Voilà. Si je devais résumer, c'est ça. Donc, il y a des exercices de respiration que vous pouvez faire comme la cohérence cardiaque, hein, le sourire intérieur pour dégager quelque chose qui donne envie, être solaire. Et ensuite, vous ajustez votre mindset. Vous avez travaillé votre dossier, vous savez qu'il est solide, vous avez un premier rendez-vous, donc c'est plutôt un gage que la personne est intéressée. Et donc là, maintenant, vous dites, ben, je me fais confiance, point barre. Et là, alors j'adore, hein, avant d'entrer, vous dites 5, 4, 3, 2, 1, vous ouvrez la porte, une fusée, et vous voilà, vous entrez, et puis ben, vous avez en mémoire tout ce que je viens de dire. Voilà. Surtout, oubliez l'enjeu et créez un moment unique de connexion en étant pleinement présent à ce moment. Parce que ce momentum, il se représentera. D'accord. Donc, pour résumer, les clés pour convaincre, c'est maîtriser votre projet, c'est ça? Oui. D'être soi-même, parler avec authenticité, de rassurer en donnant de la visibilité en maîtrisant ses chiffres, ses hypothèses, les chiffres qu'on a calculés de manière très précise. Et d'ailleurs, on a déjà des questions sur le calcul, comment, voilà, assez précises sur notamment aussi les charges. On verra des choses comme ça sur les chiffres. Rassurer en donnant de la visibilité, hein, votre capacité aussi à décider, à vous adapter dans le temps et de créer évidemment une relation, c'est ça, durable avec votre financier qui est d'abord avant tout un partenaire. On est tous d'accord sur ce terme. Hein. Vous accompagnez aussi vos clients parfois chez les financiers, Guillaume? Oui, assez régulièrement, on accompagne nos clients, soit auprès des banques ou de la société. D'accord. Donc, convaincre un financeur, c'est combiner vision, clarté, préparation et confiance. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Alors, on a eu beaucoup de questions. Pour être très honnête, nous sommes envahis de questions. Je voulais juste rajouter quelque chose, c'est que si le banquier, dans une première analyse, vous dit non, il ne faut vraiment pas le prendre pour vous. Ce non, ce n'est pas une fin, c'est quelque chose qui va vous pousser dans la bonne direction, ça va vous obliger à voir les choses différemment, à ajuster, à renforcer votre projet. Voilà. Parce que vraiment, le banquier, il faut le voir comme un allié, comme un partenaire. Alors, on a des questions rapidement. Comment estimer un chiffre d'affaires? Conseiller de faire appel à un comptable, un expert comptable.
Est-ce que, moi, on le conseille évidemment, hein, mais même parfois on exige, hein, de toute façon, que les comptes soient au moins validés, hein, mais il faut comprendre, je pense, qu'un expert comptable, un comptable, il ne va pas arriver avec votre métier, sinon il aurait peut-être fait le business à votre place, mais il va l'organiser, il va regarder son côté réaliste, hein, c'est bien ça. Et il faut bien que vous ameniez les données, il faut bien amener votre matière première. Tu confirmes, Guillaume? Oui, c'est ça. Alors nous, on va regarder la cohérence des chiffres. Au niveau du chiffre d'affaires, on peut vous apporter un éclairage, on va dire, pour voir si le taux de remplissage, par exemple, si on est dans l'hôtellerie ou de la pension de famille, petite hôtellerie, on va dire, si le taux de remplissage est cohérent, pour ce qui est, ce sera par exemple d'un restaurant, si le panier moyen est cohérent. Mais ce n'est pas nous qui allons définir vos tarifs et ce n'est pas nous qui allons définir votre taux de remplissage. Il y a eu pas mal de questions aussi sur la notion de hors-taxe TTC. Du coup, je reviens un peu dessus. Donc, au niveau du compte de résultat prévisionnel et du plan de financement, on raisonne bien hors taxe, sauf si vous êtes non assujetti à la TVA. Et pour le plan de trésorerie, on aura une approche TTC vu qu'on est sur une approche vraiment cash, on va dire. Peut-être d'autres questions. Pardon, on a une question, comment estimer la taille de son marché avec peu de données disponibles ici? Par exemple, je peux ouvrir un salon de coiffure mixte à Papeete. Donc, avec un budget limité, des données assez courtes, il faut étudier des paniers moyens, des fréquences Il y a des grandes variétés dans les paniers moyens sur les coiffures, hein, entre les messieurs et les dames, la fréquence, l'observation terrain peut être la meilleure des choses, hein. Moi, j'ai conseillé à des gens d'aller faire des comptages, hein, devant des restaurants, hein. Combien de voitures sont garées, tiens, c'est une bonne soirée, pourquoi chez moi ça ne tourne pas, se poser des questions. Il faut observer sa concurrence. On a des comportements d'achat avec des très bonnes études à l'ISPF sur les dépenses des ménages, hein, donc vous allez pouvoir savoir quel est le budget alloué. On appelle ça aussi les indices de consommation. Alors, si vous n'avez pas trouvé localement, on a à peu près les mêmes comportements qu'ailleurs en métropole, et il y a des études qui sont faites pour des dimensions. Prenez toujours une ville avec une dimension à peu près similaire à la vôtre, et vous allez trouver des comportements de consommateurs, on va dire en métropole, qui peuvent être un peu reproduits, et puis l'ajustement terrain avec l'observation, ce sera… voilà. Donc, c'est un peu une manière de faire son étude, sa propre étude à moindre coût. Vous pouvez aussi solliciter des proches pour avoir des informations si vous avez une amie, quelqu'un qui connaîtrait quelqu'un dans le même secteur d'activité, pour avoir des informations. En Polynésie, le bouche à oreille, ça fonctionne plutôt pas mal. Oui. Donc, pourquoi ne pas en profiter pour son business plan? C'est des retours informels, mais ils ont leur valeur, ils ont leur congruence, et voilà. Et l'objectif, en fait, à la fin, une fois que vous avez fait ces études, vous avez regardé un peu les chiffres, ça sera, vous avez pris des données officielles, vous avez fait des questionnaires en ligne. Maintenant, franchement, ça va à une vitesse énorme et ils vous font des analyses. À la fin, il faudra synthétiser, résumer en ce que les gens veulent, okay, ce qui manque et les opportunités à prendre. Voilà comment vous allez un peu cerner votre marché. D'autres questions? Alors oui, une grande question. Des fois, on se dit, il faut que je fasse un dossier pour la DGAE parce que j'ai demandé une aide, un dossier pour la défiscalisation, un dossier pour… Non, il y a un seul business plan. Déjà, c'est pour convaincre vous. Et s'il est bien fait, très honnêtement, il vous faudra moins d'une heure pour remplir chaque dossier puisque ce sont les mêmes questions. Il n'y a pas un dossier pour chaque. C'est votre business plan qui va réunir l'intégralité des réponses qui vont vous permettre de répondre facilement à un dispositif de demande de subvention, soit de la DGAE, de la DGEN, de la DAG, c'est dans le secteur primaire. Voilà, il n'y a pas plusieurs dossiers, c'est votre dossier pour vous convaincre vous-même d'abord et puis les financiers et accessoirement le reste. Il peut s'avérer que le business plan soit demandé par un bailleur, quelqu'un qui va vous proposer un loyer commercial. Je pense que tu l'as déjà vu, Guillaume, ça. Oui, ça peut arriver.
la personne, elle peut avoir tendance à vouloir évaluer la fiabilité de son locataire. Ça Il y a une question dans les études. Il y a une question dans les études de marché. Si le secteur n'existe pas, avez-vous une astuce? Ah, bonne question. Faire des tests, vraiment faire des tests, des prototypes. Hein. Faites un test et essayez. On voit aussi pas mal avec de landing page de tests pour voir le nombre de gens qui seraient intéressés par votre produit avec les réseaux sociaux. C'est une nouvelle façon de faire des tests assez rapides pour évaluer un projet, de voir l'engouement. Voilà. Alors, il ne faut pas que ce soit que vos amis qui répondent parce qu'ils sont gentils. Hein, il faut que ce soit transparent. Donc, voilà, quand ça n'existe pas, ouais, il faut être innovant. Et si ça n'existe pas en Polynésie, peut-être que ça existe ailleurs. Donc, essayez de se renseigner aussi à l'étranger. Voir si le business n'existe pas à l'étranger. Il y a une question, quel genre d'imprévu dans le plan de financement? Guillaume, le moins possible. Quel genre d'imprévu? Il peut y avoir tout type d'imprévu. On parlait tout à l'heure des travaux. D'aménagement. C'est que dans les travaux, il y a toujours des imprévus qui se traduisent généralement par des surcoûts. Il y a toujours des petits imprévus. On a une question, lorsqu'on ouvre une société, est-ce obligatoire, merci Guillaume, pardon, obligatoire de faire rédiger des statuts par un professionnel? C'est vivement conseillé. Par expérience, je vous dis que tout ce qui est rédigé de manière, sont dit sous seing privé, est souvent erroné. Alors, la première fois, faites-vous accompagner. Avec le temps, si c'est votre deuxième ou troisième société, peut-être que vous pourrez, sous seing privé, vous en sortir, mais c'est franchement recommandé de consulter des professionnels, avocats, experts comptables, notaires, pour rédiger des statuts ou des actes qui doivent être au passage, pour leur validité, le plus souvent enregistrés à la DAF, comme tu disais, Guillaume. Un peu, oui, est-il préférable quand on a deux activités de présenter on n'est pas tenté, on a deux activités, est-ce qu'il faut faire un business plan global ou séparer les deux activités dans les prévisions financières? Guillaume? Alors, il peut y avoir un seul business plan, mais dans lequel on va bien mettre en évidence les différentes activités. D'accord. Que ce soit au niveau du financier, mais aussi sur les autres. Alors, qui nous demande s'il est possible d'avoir le diaporama pour compléter cette prise de notes. Alors, ce webinaire sera en replay, soit sur la même plateforme, mais dans 48 heures sur YouTube, notre chaîne YouTube, où il y a déjà 4 webinaires qui sont disponibles. Il nous reste 1 minute pour ne pas prendre sur votre temps. Je sais que c'est peut-être l'heure d'aller déjeuner. Je cherche une autre question. Les contacts, oui, vous voulez les contacts? Les voilà, lors des experts comptables ou les comptables agréés. Alors, lors des experts comptables, vous avez le contact téléphonique. Vous trouvez aussi les comptables, la liste des comptables agréés sur le site de la DGAE, Direction générale des affaires économiques, à la dgae.gov.pf. Pour le coaching Polynésie, qui sont là pour vous accompagner, pour vous préparer, vous mentorer. Et évidemment, la Sofidep, premier financeur des entreprises polynésiennes, aux côtés des banques le plus souvent, et on est là pour entreprendre ensemble. Donc voilà les contacts principaux. Merci pour vos questions. À votre service, vous reprenez le webinaire, vous avez une porte d'entrée à la Sofidep qui est info@sofidep.pf, ou si vous n'avez pas eu toutes les réponses aujourd'hui, on pourra vous les apporter avec plaisir. Voilà. Pour contacter un conseiller à la Sofidep, voilà, vous pouvez scanner ce QR code. Voilà, on travaille avec ça. Ça nous permet de distribuer moins de cartes de visite et de faire attention à la planète, parce que nous sommes de plus en plus sensibles, croyez-nous, avec notre engagement à la CEC, au niveau de tout ce qui va pouvoir protéger l'environnement et notre fénois dans toutes nos actions et nos financements. Donc, on a une attention particulière à tout ça. Donc, un scan pour contacter un conseiller. Feitito
Et à tous les entrepreneurs de Polynésie, à bientôt à la Sophie-Dep. Merci aux intervenants, merci Françoise, merci Guillaume et bonne fin de journée. Et Tamamete.